Le XXe siècle a été marqué par des meurtres, des joutes politiques, des combats, des élections, des célébrités. Parfois même, une personne peut changer le cours d'une destinée. Mais la même description pourrait s'appliquer aux assassins qui, par leurs actes, voulaient entrer dans l'histoire. Le siècle a commencé dans le sang et les coups de feu avec la mort du président William McKinley. McKinley était un républicain. Sous son mandat, la nation avait prospéré. La prospérité ne se fait pas sans mal. Les usines de chemin de fer et d'acier paient mal leurs ouvriers, ne leur assurant pas une sécurité contre les accidents mortels. Les enfants sont employés dès l'âge de 7 et 8 ans jusqu'à 12 heures par jour. Une politique d'extermination des Indiens s'installait pour laisser la place aux colons blancs. À bien des égards, cette expansion n'était pas différente de l'impérialisme européen. Un mouvement s'est créé, les anarchistes. Ils pensaient que le gouvernement était corrompu et que naïvement, la société pourrait gouverner sans les dirigeants. Le président s'était rendu à une exposition à Buffalo le 6 septembre 1901. Un vieil anarchiste illettré de 28 ans a voulu lui serrer la main. Léon Czolgosz lui tire 2 balles de revolver. McKinley meurt 8 jours plus tard. Czolgosz ne se défend pas au tribunal. Juste cette phrase. « J'ai tué le président pour le bien de la nation ». Moins de 2 mois plus tard, Czolgosz passe à la chaise électrique. En 1914, un anarchiste serbe complote de tuer un monarque, entraînant ainsi le monde dans la guerre. L'archiduc François Ferdinand, l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, est tué à Sarajevo lors d'un défilé avec sa femme, la princesse Sophie. Une bombe a été lancée par un groupe d'anarchistes et a blessé un spectateur. Dans la panique, la parade est démolie, mais l'archiduc, indemne, a voulu aider l'homme accidenté. Son chauffeur, connaissant mal Sarajevo, s'est arrêté devant le café où s'était réfugié le terroriste pour demander son chemin. L'assassin, n'en croyant pas ses yeux, a bondi et a tué l'archiduc et la princesse. Cet acte a signé la guerre. Des millions d'hommes sont morts dans des tranchées boueuses où d'autres ont survécu amputés ou défigurés parce qu'un chauffeur s'était trompé de chemin. Cet infâme moine russe a vécu tranquillement, tuant, empoisonnant, poignardant, battant ses victimes, jusqu'à ce que ses assassins l'attrapent et le ligotent avant de le jeter dans la rivière glacée Neva dans la nuit du 16 décembre 1916. Tandis qu'1 million de Russes crevaient de faim, l'élite, elle, vivait dans l'opulence. Les réformateurs ont voulu placer Dumas comme homme politique au Congrès. Le tsar rejette Dumas et les Russes entrent dans la Première Guerre mondiale. Des milliers d'hommes ont combattu et sont morts pour le tsar. Le tsar Nicolas II était un homme pacifique, ne remettant pas en question son rang et sa naissance. Sa femme, la tsarine Alexandra, était une princesse allemande, la petite fille de la reine Victoria. Ils avaient 4 filles, Marie, Tatiana, Anastasia, Olga, et un fils unique aîné, Alexis, qui deviendrait par son rang le prochain tsar de toute la Russie. Mais Alexandra avait légué le gène d'hémophilie à Alexis. Son sang ne coagulant jamais, la moindre coupure pouvait le faire mourir. La médecine était impuissante. En 1907, un homme mystérieux déclara pouvoir l'aider.
Ce prédicateur itinérant avec les yeux d'un bleu perçant et hypnotique n'a pas eu tellement de résultats, mais le peuple pensait qu'il avait accompli des miracles. Grigori Raspoutine était sans instruction, un soi-disant saint homme, en réalité un escroc, un coureur, un buveur, mais il eut au moins cette clairvoyance de dire à la tsarine Alexandra « Si je meurs ou que vous me laissiez tomber, vous perdrez votre couronne dans les 6 mois. » Pour l'élite de Saint-Pétersbourg, Raspoutine prêchait la bonne parole et il aidait les dames titrées en se donnant corps et âme pour leur donner ensuite l'absolution. Il revendiquait la puissance que Dieu avait placée en lui. La tsarine a cru en lui plusieurs fois. Il semblait que le faible Alexis récupérait. Le moine sibérien est devenu un conseiller influent à la cour pour les diplomates et les ministres. Nicolas partit sur le front diriger ses troupes, laissant Alexandra s'occuper de la nation. Elle s'est alors tournée vers Raspoutine. Ses rivaux pensaient que c'était un espion à la solde des Allemands et certains ont murmuré qu'ils étaient amants. Es-tu complètement stupide? Pendant cette année, je deviendrai russe. Tu entends ça? Oui, moi, Raspoutine, je deviendrai russe. L'instigateur du complot visant à détruire la puissance de Raspoutine était le prince Félix Youssoupov. Il se décrivait comme un fervent défenseur patriotique du tsar et de ses intérêts. En réalité, Youssoupov était un homme dépravé et bisexuel dont les nuits de débauche faisaient scandale. Marié mais profondément malsain, le prince a sans doute été un des amoureux de Raspoutine, jusqu'au jour où celui-ci l'a rejeté. D'où son envie de le tuer. Il a le pouvoir absolu. Sous hypnose, il peut vous faire faire ce qu'il veut. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? Il doit être détruit avant qu'il ne nous détruise tous. Le grand-duc Dimitri a rejoint le complot, ainsi qu'un proche de Dumas, Vladimir Porichkevitch, et le docteur Lazovert. Ils ont empoisonné des gâteaux et du vin avec du cyanure que Youssoupov, après avoir attiré Raspoutine dans son appartement, devait lui donner. Mais le moine ne mourut pas. The prince watched Rasputin devour the poisoned cakes, swilling them down with poisoned wine. Despite the cyanide, Les conspirateurs n'étaient pas loin de penser que Raspoutine était finalement protégé par des puissances surnaturelles, quand le moine tomba à terre, semblant mourir enfin. Mais ses yeux fous s'ouvrirent à nouveau. Il luttait toujours pour la vie. Ses assassins le poignardèrent et lui fendirent le crâne. Mais il vivait encore. Ses assassins racontent qu'ils l'ont alors emmené, trébuchant dans la nuit gelée, saignant sur la neige, puis jeté dans la rivière Neva. when the frozen corpse was dragged from the river 2 days later, the lungs contained water. Rasputin was still alive when he hit the river. 10 semaines après la mort de Raspoutine, le règne de 300 ans des Romanov mourut dans la Révolution et les assassinats en masse, ainsi que Raspoutine l'avait prédit. Les communistes prirent le pouvoir. En 1918, les soldats bolcheviques massacrent le tsar et toute sa famille. Parfois, même un assassinat manqué peut changer le cours politique dans le monde ou même l'empêcher. Le vice-président Theodore Roosevelt est entré à la Maison-Blanche après la mort de William McKinley. Après 2 mandats, Roosevelt a désigné William Howard Taft comme son successeur. Quand les républicains ont nommé Taft pour un 2e mandat, Roosevelt a fondé son propre parti. En 1912, Teddy Roosevelt a été victime d'un attentat. Il s'en est sorti, mais fut politiquement amoindri. Roosevelt prendrait plus de 3 millions de voix à Taft. Ce n'était pas suffisant pour gagner, mais suffisant pour imposer Woodrow Wilson comme le premier démocrate à la Maison-Blanche depuis 16 ans. En 1932, l'année de l'élection de Franklin Roosevelt contre Herbert Hoover, les électeurs de Chicago ont tout balayé en élisant Joseph Cermak, maire de la ville. Certains dirent qu'ils avaient remplacé un politicien véreux par un autre. L'ancien maire, Bill Thompson, s'était allié avec Al Capone. Cermak a été accusé d'avoir des liens avec les rivaux de Capone. Dans tous les cas, Cermak s'était juré de vider Capone hors de Chicago. Cermak et Franklin Roosevelt sont vus ensemble à Miami lors d'un défilé. Un homme, fendant la foule, a tiré.
Le président s'en sort indemne, 2 spectateurs sont blessés et Cermak est tué. L'assassin, Joseph Zangara, 31 ans, maçon au chômage, a été arrêté, jugé et condamné. Il a toujours proclamé qu'il avait agi seul, mais le jour de son exécution, le 21 mars 1933, il s'est écrié « Vive l'Italie, vive la Camorra ». La Camorra était une société secrète criminelle, la deuxième après la mafia, qui établit son influence de l'Amérique à l'Italie. Zangara visait-il Franklin Roosevelt ou un homme qu'avait juré d'éliminer Al Capone depuis Chicago? Au plus fort du Troisième Reich, 1 million d'Allemands craignirent la folie d'Hitler et la suprématie aryenne. Mais les gens se sont tus, craignant ce Führer qui se prenait pour Dieu. Beaucoup d'officiers ne furent pas des nazis, mais des fils de famille qui avaient servi leur pays pendant des générations, fidèles à leur patrie avant de l'être à Hitler et aux nazis. En 1943, des officiers voyant la défaite de l'Allemagne comme inéluctable, ont fomenté un putsch visant à tuer Hitler et à reprendre le gouvernement. Ils préparaient la paix pour empêcher la vengeance des Alliés après la guerre. Le maréchal Erwin Rommel était devenu le chef de cette conspiration. Vénéré comme un héros, sa présence dans celle-ci lui a donné une lueur patriotique. Un jeune officier d'état-major, von Stauffenberg, était un proche assistant d'Hitler. Le jour J, déterminé, von Stauffenberg devait placer sous la table de Hitler un porte-document piégé. Quand tout le monde fut rassemblé, von Stauffenberg sortit et il entendit l'explosion immense derrière lui. Les conspirateurs apprennent la nouvelle à la radio. On annonce au ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, que Hitler était mort. Mais Goebbels décroche le téléphone. Hitler était en ligne, vivant. Après la rapide sortie de von Stauffenberg, un officier avait déplacé innocemment le porte-document contre un pied de la table, l'éloignant d'Hitler qui fut seulement blessé, mais furieux. Afin d'éviter d'accuser de trahison militaire son héros le plus populaire, les nazis ont laissé à Rommel le choix du suicide. Les autres conspirateurs furent exécutés sous la torture ou la pendaison. Hitler avait un bras estropié depuis l'attentat. En avril 1945, les armées alliées envahissent Berlin. Après avoir dicté ses dernières volontés, Hitler et sa maîtresse Eva Braun se sont empoisonnés au cyanure. His butler committed the coup de grace, firing a bullet to spare his leader the agony of poison. En 1950, Harry Truman a échappé à un attentat par un groupe de nationalistes portoricains. Leurs tirs dispersés avec fusils et mitrailleuses ont choqué la nation, mais font échouer la tentative. Le président n'est pas blessé. Le gouverneur George Wallace était réputé pour sa droiture. Gouverner dans son État sans l'interférence fédérale était sa priorité. Un modéré sur les problèmes raciaux tôt dans sa carrière, Wallace a réalisé un puissant score en Alabama, depuis longtemps aux mains des racistes. Se battant contre ses opposants réactionnaires, Wallace dit cyniquement lors de ses campagnes « Nous nous en sommes sortis, le nègre aussi ». En tant que gouverneur de l'Alabama, Wallace se fit de la publicité en défiant les ordres des fédéraux. En 1972, il s'est inscrit sur une liste pour la présidence. Un certain Arthur Bremer est désigné pour tirer sur Wallace dans la foule. Wallace a survécu, mais il est resté paralysé pour le restant de sa vie. Les enquêteurs ont trouvé que Bremer était membre des services secrets du président Nixon et de la CIA. Aucune conspiration n'a jamais été prouvée, mais le tir de Bremer a évincé Wallace de la place présidentielle. Richard Nixon a alors facilement gagné.
In later years, Wallace resumed his moderate views on integration, but remained adamant against an all-powerful federal government. On the verge of Après sa mise en accusation, Richard Nixon a dû céder sa place à son vice-président Gerald Ford, qui lui-même a survécu à une tentative d'assassinat en 1974. Son assassin pourrait être Lynette Fromm, le porte-parole du clan hippie de Charles Manson, celui-ci étant en prison. Bêtement, l'arme de Fromm s'est enrayée. Les agents des services secrets l'ont immédiatement arrêté. 17 jours seulement après cette première tentative, Sarah Jane Moore, une activiste de 45 ans, lui tire dessus. Les agents de services secrets l'ont arrêté et Ford s'en sort encore indemne. Bien que perçue comme une organisation spirituelle, l'Église catholique a été aussi dans la tourmente politique depuis sa fondation sous l'Empire romain. Les intrigues et les assassinats secrets s'inscrivaient dans les affaires de l'Église depuis des siècles. Mais le XXe siècle s'est surpassé. Jean-Paul Ier était un calme et honnête homme d'Église qui a assumé la papauté en 1978. En moins d'un an, les rumeurs sur des abus financiers à l'intérieur de l'Église ont été découverts, ainsi que de sinistres rapprochements avec la mafia italienne. Le pape Jean-Paul est mort soudainement, soi-disant de cause naturelle. Le secret entourant sa mort a laissé penser que Jean-Paul Ier aurait été empoisonné afin d'empêcher le scandale d'éclater. Par respect, son successeur a pris le nom de Jean-Paul. Jean-Paul II, un ecclésiastique érudit polonais, a été lui aussi victime d'attentats. L'assassin présumé, un gangster bulgare, n'a jamais admis qu'il avait tiré sur lui, ni ce que pouvaient être ses motivations. Ronald Reagan a été un des présidents les plus populaires. Il a été blessé en sortant d'un hôtel par le jeune John Hinckley. Ainsi que Lee Oswald, Sheeran Sheeran et Arthur Bremer, Hinckley avait envoyé une série de lettres obsédantes à Jodie Foster, l'héroïne ado du film Taxi Driver, film dans lequel Robert De Niro incarnait un psychopathe qui traquait un politicien. Hinckley a plaidé la démence et a été placé dans un asile. Reagan a survécu. Les fanatiques d'assassinat blâment généralement les meurtres politiques. Mais Reagan a été un militaire professionnel, un homme d'affaires et un anticommuniste. La famille d'Hinckley était riche et conservatrice. Pourquoi voudrait-il éliminer Reagan? Un indice viendrait des années plus tard, après qu'il ait quitté la Maison-Blanche. Reagan a la maladie d'Alzheimer. Au début des années 1990, il s'est retiré de la vie publique, incapable de reconnaître ses enfants adultes ou ses amis de toujours, ne pouvant plus parler, vivant comme un légume. Dès son deuxième mandat, sa femme, Nancy, l'a protégé du public. Il lisait toujours ses discours sur un téléprompteur. Quiconque venait le voir recevait des questions préparées à l'avance. Lors d'un entretien avec des journalistes, Reagan avait oublié qui il était, où il était et quelle était l'année en cours. Symptôme de la sénilité précoce. Un chef d'État perdant son esprit pouvait faire perdre la confiance d'une nation aux yeux des communautés du monde. Sur un autre niveau, cela aurait pu devenir dangereux. Le président a le pouvoir d'autoriser une attaque nucléaire. Pendant l'enregistrement d'un discours à la radio, Reagan, en plaisantant, dit qu'il avait autorisé un assaut sur la Russie, ce qui aurait pu causer un grave incident diplomatique. En 1987, dans un discours aux Nations Unies, Reagan a suggéré que la Russie et les États-Unis se mobilisent pour empêcher les habitants de l'espace d'attaquer la Terre. D'après la loi, le vice-président assume les fonctions du président en cas de défection de celui-ci. Le successeur était George Bush, dont la réputation de réactionnaire et d'ancien directeur de la CIA était souvent plus écoutée que la flatterie de Reagan. John Hinckley père avait été un fonctionnaire de Vision du Monde, apparemment une organisation envoyant des missionnaires dans les pays de tiers-monde, mais soutenue par la CIA. Hinckley père et Bush ont été amis pendant longtemps. Le jour de l'attentat contre Reagan, les deux amis dînaient ensemble.
Un des Beatles, John Lennon, est devenu une renommée mondiale. Après la dissolution de leur groupe, il a utilisé sa notoriété afin de lutter contre la guerre du Vietnam et la guerre en général. Son intelligence a fait de lui l'un des pacifistes le plus crédibles. Son amoureuse et partenaire, l'artiste avant-gardiste Yoko Ono, avait des trouvailles telles que « au lit pour la paix ». Le FBI, contestant son statut légal aux États-Unis, l'a placé sous surveillance. Quittant les lumières de la scène, Lennon se retire pour plusieurs années. Yoko, leur fils Sean et lui vécurent dans un vaste manoir sur les hauteurs de New York. Un jeune homme, Mark Chapman, était un véritable fan. Quand il a lu un article montrant Lennon vivant une vie de millionnaire au lieu de protester contre la guerre, il s'est senti trahi. Dépressif et obsédé, Chapman a laissé sa femme asiatique à Hawaï et s'est envolé pour New York. Pendant des jours, il a hanté Central Park. À l'entrée du Dakota Hotel, Chapman tire sur le chanteur, plusieurs fois, le regardant mourir tandis que sa femme crie. Chapman s'est assis jusqu'à ce que la police l'arrête. Il était sans aucun doute mentalement déséquilibré. Il a senti que tuer Lennon était sa destinée. Mais dans ce XXe siècle, Chapman est entré dans le monde mystérieux de l'espionnage. L'auteur Fenton Bressler a découvert que Chapman avait été entraîné comme garde de sécurité à Beyrouth et que plus tard, il avait travaillé dans un camp de réfugiés à Gaffey, en Arkansas. Ce camp était supervisé par Vision du Monde, cette organisation missionnaire parrainée par la CIA. Était-ce juste une coïncidence? Mais dans tous les cas, une autre voix pour la paix avait été réduite au silence. Ce n'est que le début. Le mouvement des années 60 ne faisait que commencer. Nous n'en étions qu'au balbutiement. Et je suis content d'en faire partie. Trois figures charismatiques et puissantes des années 1960 ont été assassinées. L'explication a été la même pour les trois, assassinés par un fou solitaire. Ces trois meurtres ont inspiré beaucoup de conclusions souvent contradictoires. Quelques théories penchent pour la paranoïa. Mais c'est souvent plus facile de croire en la paranoïa plutôt que de découvrir des coïncidences inquiétantes. John F. Kennedy avait été préparé pour la Maison-Blanche par son père depuis longtemps. Joseph P. Kennedy était bien connu comme un antisémite et un ancien bootlegger par tous les services. Il a légué ses aspirations à son fils aîné. Quand Joe est tué à la Deuxième Guerre mondiale, l'héritage revient à son deuxième fils, Jack. Avec l'appui financier et politique de son père, Kennedy passe rapidement de congressiste à sénateur. Il a gagné aux élections et devient président en 1960. Il est tué dans sa voiture lors d'un défilé à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963. Un jeune homme, Lee Oswald, a été arrêté, mais tué par le patron d'un nightclub, Jack Ruby, 2 jours plus tard. Est-ce un complot des communistes ou des conservateurs? La vengeance de la mafia ou l'action d'un tueur fou? Marguerite Oswald died believing her son was working for the government. Many dismiss this, but Marguerite Oswald est morte en croyant que son fils travaillait pour le gouvernement. Rien ne laissait penser cela, mais la vie d'Oswald tendait vers cette direction. An average student, he read widely, brought up by his divorced mother. Même s'il semblait un peu perturbé, son enfance n'eut rien d'extraordinaire, étudiant moyen élevé par sa mère divorcée. Son frère, Robert Oswald, a raconté que son émission de télé favorite était « J'ai vécu 3 vies » sur le thème de la vie réelle de Herb Philbrick. Se disant communiste, il a rejoint des groupes subversifs comme espion du FBI. Quand Robert a intégré les Marines, Lee l'a suivi en rejoignant l'aérocivil. Dans cette organisation paramilitaire, Oswald a rencontré David Ferry, un pilote d'avion qui a volé pour la mafia et la CIA. Lee a rejoint les Marines à 17 ans. Un choix curieux pour quelqu'un de gauche. Un camarade, Leathernecks,
se souvenait que Lee était agréable, mais qu'il parlait souvent de communisme et recevait des journaux russes. Malgré son comportement excentrique, Oswald n'a jamais été réprimandé, ce qui laissait penser qu'il était protégé. En plus de ses études d'officier, Oswald a appris à parler le russe. Sorti de sa promo 7e sur 50, il a été envoyé à Atsugi, au sud de Tokyo. En 1957, l'intelligence service des États-Unis a voulu des renseignements sur la puissance de feu de l'Union soviétique. Une méthode était de survoler avec les U-2 l'espace des missiles russes et l'autre les espions de la CIA. À Tokyo, Oswald a fréquenté un bar, la Reine des Abeilles, et y a laissé 85 $ par mois. Le rapport médical de l'armée indique que Oswald a contacté une maladie vénérienne. Le sexe n'est pas particulièrement le travail d'un espion, sauf dormir avec l'ennemi. Il y avait des communistes japonais malins à la Reine des Abeilles. Atsugi était l'une des 2 bases marines où la CIA avait testé le LSD pour contrôler les esprits depuis l'étranger. Il n'a jamais été prouvé que Oswald avait fait partie de ces expériences, la plupart de ses livrets militaires ayant été détruits. Mais ses amis se souviennent qu'il disparaissait souvent les week-ends et qu'il n'était jamais inquiété. Sollicitant une permission, Oswald a dit à ses amis qu'il était en mission officielle. Il s'est rendu en Union soviétique et a abandonné la marine. Des années plus tard, un fonctionnaire de la CIA a dit au comité d'enquête sur les assassinats que Oswald avait été un espion américain envoyé en Russie. Le comité a refusé de le croire. Suspecté, Oswald a souvent été interrogé par le KGB, mais il a toujours pu rester en Russie. Envoyé à Minsk comme ouvrier métallurgiste, Oswald reste sous surveillance. À Camp David, le président Eisenhower et Khrouchtchev se sont mis d'accord sur l'inutilité et le coût élevé de la guerre froide. Une rencontre a été arrangée en mai 1960. On a beaucoup attendu de ce traité, un arrêt des tests nucléaires et un pas vers la paix. La gauche soviétique et la droite américaine se sont égalées dans la trahison. La veille de la rencontre, les missiles soviétiques abattent un U-2 dans l'espace aérien russe. Le pilote, Gary Powers, a dit qu'il s'était égaré à cause du temps. La boîte noire de l'avion a prouvé le contraire. Furieux, les soviétiques ont montré la puissance du U-2 au monde entier. Khrouchtchev annule la rencontre. Certains incriminèrent Oswald. Il aurait connu le code du radar qui aurait pu aider la défense soviétique. Khrouchtchev est suspecté par les forces de droite des États-Unis. Plus tard, Powers a déclaré que son avion avait été saboté. Peu de temps après sa déclaration, il est tué dans un accident d'hélicoptère. En 1961, Oswald retourne aux États-Unis avec sa femme russe Marina. Bien qu'il ait renoncé à la marine, il n'était pas naturalisé soviétique, aussi avait-il le droit de rentrer. Oswald a été de nouveau impliqué dans une intrigue louche à la Nouvelle-Orléans. Son vieux mentor, David Ferry, lui a présenté des hommes comme Guy Bannister, un ex-agent du FBI en Freeland pour la CIA, et un homme d'affaires puissant, Clay Shaw, aux connexions cachées avec la CIA. La guerre froide grandissait, son point le plus chaud étant Cuba. En 1959, Fidel Castro a mené une insurrection contre le dictateur corrompu, Fulgencio Batista. Castro fait fermer les casinos et les bordels de la Havane, coûtant pour la mafia 100 $ par an à fonds perdus. La CIA blanchissait son argent à la Havane. La CIA et la mafia ont essayé à plusieurs reprises d'assassiner ou de renverser Castro. Commandées par le vice-président Richard Nixon, les forces des États-Unis ont effectué de nombreux assauts sur Cuba, se servant des indicateurs locaux. Retardée jusqu'en 1961, cette attaque sur la baie des Cochons a été un désastre stratégique. Le nouveau président, John Kennedy, a réprouvé cette attaque, refusant d'être le premier président à entamer une guerre non déclarée.
La majorité des Cubains encourageaient Castro. JFK ne croyait plus en l'honnêteté et l'habileté de la CIA, dirigée par Charles Cabell, frère de Earl Cabell, le maire de Dallas. Kennedy a menacé de dissoudre la CIA. Kennedy threatened to smash the CIA into 1,000 pieces and scatter them to the four winds. To prevent a second... Afin d'empêcher une deuxième invasion, Castro a négocié avec l'Union soviétique pour avoir une défense nucléaire. Cela a entraîné une épreuve de force entre l'Union soviétique et les États-Unis en 1962. Le résultat est une promesse secrète de JFK de ne pas envahir les soviétiques et de retirer leurs missiles. Le frère de Kennedy, Robert, a lutté activement contre le crime organisé en tant que procureur général. Le chef des criminels à la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello, suivait un précepte: éliminer tout ce qui me gêne. Le président a supprimé les taxes pétrolières qui engraissaient les dirigeants des raffineries. Les millionnaires texans jugeaient cet autre Kennedy comme un traître. Les anti-Castro cubains, l'armée, l'intelligence service, les grandes entreprises et la mafia, tous avaient des raisons de haïr JFK. Oswald est arrivé à la Nouvelle-Orléans, provoquant des combats de rue avec les exilés cubains et faisant des discours pro-Castro à la radio et à la télévision. Oswald et sa femme Marina ont déménagé à Dallas, au Texas. Il y retrouva son vieil ami David Ferry, maintenant intégré à la CIA dans le combat de Cuba, ainsi que le propriétaire d'un club de striptease, Jacob Rubinstein. David Ferry, now deeply involved in CIA flights into Cuba, and strip club owner Jacob Rubinstein. Rubinstein, connu de ses amis et de la police comme Jack Ruby, a passé sa vie dans le crime. Suspecté depuis l'assassinat d'un chef syndicaliste, Ruby est devenu une ordure, un proxénète et un indique de flic véreux à Chicago et plus tard à Dallas. En tant que propriétaire d'un club de striptease, il a fait ami-ami avec toute la police de Dallas. Se servant d'une carte d'identité volée, Oswald et d'autres pouvaient acheter des fusils par courrier. En été 1963, Joseph Militir, de droite radicale, s'était vanté à un ami que JFK serait exécuté en public par un gros calibre. Cet ami était un informateur du FBI. Le 1er novembre, le quartier général du FBI envoie un téléx à Dallas afin de les avertir du complot contre le président ce week-end. Après l'avoir nié, le FBI reconnaît son authenticité. À la dernière minute, la parade de JFK a été déroutée. Le défilé passerait à travers les milliers de gens assemblés dans les rues, dont le fanatique Joseph Militir. Les travailleurs de chemin de fer ont observé des choses louches non loin du Dealey Plaza. Un homme en uniforme de police et un autre à côté de lui. À l'intérieur de la bibliothèque scolaire, des témoins ont vu l'employé Lee Oswald assis tranquillement dans le réfectoire en buvant un coca. La parade du président s'acheminait lentement vers le Dealey Plaza. Un projectile a jailli du plaza. Kennedy est touché à la gorge. Plusieurs tirs, 2, 3, peut-être plus. Une balle dans le crâne de Kennedy. Les spectateurs horrifiés ont couru vers les coups de feu. Les travailleurs de chemin de fer ont vu 2 hommes s'enfuir en voiture. Le chauffeur de JFK se dirige vers l'hôpital le plus proche pour essayer de sauver la vie du président. Dans l'intervalle, Lee Oswald quitte calmement son travail pour sa pension de famille. Sa propriétaire a observé un fourgon de police devant la maison, klaxonnant plusieurs fois et repartant. Oswald se change, prend son revolver et va dans la rue. Quelques minutes plus tard, la police conduite par J.D. Tippett s'arrête. Tippett est tué. Les témoins disent avoir vu un homme rougeau ressemblant à Lee Oswald, mais rien de sûr. De tout point, des descriptions d'Oswald affluent. La police est intervenue rapidement.
Oswald s'est défendu, a protesté contre la brutalité de la police, mais ne se sert pas de son arme. Il est arrêté pour l'assassinat de J.D. Tippett. Pour l'histoire de la carte d'identité volée, Oswald a refusé de coopérer avec la police. Il a demandé à voir l'agent du FBI, James Hosty, qui aurait pu l'identifier. La police a refusé. Mais je n'ai rien à voir avec cet assassinat. Je ne suis pas un meurtrier. Je demande de l'assistance d'un avocat. Avez-vous tué le président? Non. Il n'y a aucune accusation contre moi. Les journaux ont sous-entendu des choses, mais je ne suis pas le meurtrier. En Virginie, Robert Kennedy a reçu un appel du commandant du FBI, J. Edgar Hoover. Les deux hommes se méprisaient. Le FBI a soutenu que l'assassin était Oswald, un individu détraqué et méprisable, un fou. Hoover, pourtant plus connu que la police de Dallas, avait tout juste trouvé le nom correct de Oswald. À La Havane, Castro parlait avec un journaliste français, Jean Daniel, de la manière non officielle de JFK pour essayer d'améliorer les relations. Quand Castro entendit les nouvelles sur l'assassinat, « Ce sont de fâcheuses nouvelles », aurait-il dit. J.F. Kennedy meurt sur la table d'opération. Son corps a été placé dans un cercueil et transféré par l'Air Force One. Oswald a nié avoir tiré sur le président et Tippett. Après des heures d'interrogation et de lutte, la police l'a emmené hors de la salle de presse. Dans la pièce se trouve un homme qui n'est ni policier ni journaliste, Jack Ruby. Dans la maison de Oswald, la police a trouvé une photographie de lui posant avec un fusil et des journaux gauchistes. Oswald assure que c'est une photo truquée. L'Union soviétique n'a pas douté un instant de la culpabilité d'Oswald. Ils appréciaient JFK comme un homme de parole et ils ont craint son successeur. À Bethesda, base de l'Air Force One, le corps de JFK a été autopsié. Discrepancies between this autopsy report and Parkland hospital records indicate to some that the nature of the wounds was obscured by official action. Tous les grands de ce monde ont assisté aux funérailles à Washington. Kennedy a été enterré en grande pompe. Sous protection militaire, la police de Dallas a transféré Oswald par les sous-sols. Au moment où Oswald est entré dans le garage, un klaxon a retenti. Un moment après, un deuxième coup de klaxon. À ce signal, un homme est sorti de la foule et a tiré. Oswald est mort en quelques heures. L'avocat de Ruby a dit qu'il était désolé d'avoir tué Oswald, mais qu'il l'avait fait pour Jackie Kennedy. Le président Johnson, pressé par le chef de la justice Earl Warren, afin de donner vite une conclusion pour apaiser les esprits, a déclaré que JFK avait été tué par des conspirateurs. Ruby a déclaré à la commission de Warren qu'il n'avait pas dit la vérité au sujet de Dallas. Le chef de la justice lui a répondu qu'il n'avait pas l'autorité pour l'écouter. Ruby a refusé de parler, faisant simplement allusion à des forces puissantes qui auraient assassiné JFK, des nazis sans uniforme. Le rapport de la commission de Warren a dit ce qu'il devait, à savoir que JFK avait été assassiné par un tueur fou. Ruby est mort d'un cancer en prison. Des témoins, et tous ceux ayant eu un rapport avec l'assassinat de JFK, sont morts aussi dans des circonstances douteuses. Journalistes, policiers, civils. En 1976, un congrès a conclu à une autre version que le comité de Warren sur la mort de JFK, pensant qu'il avait été tué par une conspiration. À la Nouvelle-Orléans, le procureur du gouverneur, Jim Garrison, a pensé que Clay Shaw faisait partie de la conspiration contre JFK. Beaucoup de témoins moururent soudainement avant d'avoir été appelés. Le jury a acquitté Shaw, mais a cru Garrison.
Le ministre de la Justice, Robert Blakely, qui travaille au comité d'enquête sur les assassinats, ne croit pas au dire de Garrison, estimant qu'il ignorait les liens d'Oswald avec la mafia. Blakely a écrit un livre incriminant uniquement la mafia, mais ignorant la participation de la CIA et les agitateurs anticastristes envoyés par le Pentagone. Président dynamique, John F. Kennedy a promu les droits civiques, fait revenir ses troupes du Vietnam, essayé de rompre la CIA et conquis la Lune. Lee Oswald a été le seul à porter toute la responsabilité sur l'assassinat du président JFK. A well-read, affable and patriotic young man portrayed as a sullen, obsessed communist stalker. Deux hommes ont été au centre de cet ouragan politique qui soufflerait pour le reste du siècle. Le plus respecté et éminent défenseur de la liberté dans l'histoire des États-Unis était le révérend Martin Luther King. Il a été le porte-parole des Noirs américains. Il a calqué sa politique de lutte sur celle de Gandhi, la non-violence. Il est devenu la cible de la haine. James Earl Ray passait pour un notable dont le travail était les arrestations. Pendant les hold-up de 1952, il a dirigé son travail de main de maître. À sa retraite, il a volé 120 $ dans un supermarché de Saint-Louis, mais en s'enfuyant, il tombe sur un car de police en stationnement. Il a purgé sa peine dans l'Illinois, puis à Miami, et s'arrange pour gagner une remise de peine dans une prison du Missouri, dont il s'évadera en 1967. Le 28 mars 1968, Martin Luther King a mené une marche à Memphis, dans le Tennessee. Mais la marche a dégénéré en violence dans la foule. L'organisation de King accusa des agitateurs étrangers qu'ils ont appelés les envahisseurs. Martin Luther King a assuré qu'il reviendrait la semaine prochaine, mais sans violence. Quelque temps avant, il devait séjourner dans un Holiday Inn. Un journal local l'a blâmé d'être dans un hôtel de blancs, alors qu'il serait préférable qu'il aille au motel Lorraine, tenu par des Noirs. Il s'est avéré que cet article non classé était un document de la presse du FBI. Avant l'arrivée de King, un homme noir s'est présenté au Lorraine comme faisant partie de sa sécurité, afin de faire une réservation. Il ne faisait pas partie de l'entourage de King en réalité. C'était un indicateur du FBI. J. Edgar Hoover était contre le sexe et le communiste. Aussi, tandis que Martin Luther King prêchait l'égalité, lui le taxait de communiste. Le FBI avait mis les hôtels de King sur écoute et avait ensuite attesté qu'il trompait sa femme. Puis Hoover avait envoyé les bandes à King avec une lettre anonyme lui suggérant de se suicider. Rien dans la vie de James Earl Ray ne faisait allusion à ces crimes, mais tout montrait qu'il avait de la chance dans la réalisation de ses plans. Utilisant les services de Eric Stervogalt et John Willard, Ray loue des chambres, dont une non loin du motel Lorraine. Le rapport de police a montré que Ray s'était assis sur le rebord de la baignoire pour viser par la fenêtre. Alors que King, le soir, discutait avec des amis sur le balcon, il fut transpercé de 6 balles dans le cou, la mâchoire et l'épine dorsale. Il est mort quelques heures après. Un homme était posté à l'arrière de la pension de famille et plusieurs autres tireurs étaient embusqués dans les bosquets autour du motel. Après l'assassinat, Ray a tranquillement pris ses affaires et a quitté sa chambre, partant de Memphis pour le Canada, dans sa Mustang blanche. Lorsqu'il a pris le meurtre, J. Edgar Hoover s'est écrié « Ils ont eu Zorro, ils ont eu Zorro ». Pendant que les émeutes éclataient aux États-Unis, Ray passe 1 mois à Toronto, se faisant faire un faux passeport. Puis il passe 6 jours à Londres, s'envole pour 5 jours à Lisbonne et retourne à Londres. Alors qu'il embarque à l'aéroport d'Heathrow, il est arrêté par Scotland Yard et extradé aux États-Unis. Personne n'a expliqué comment un petit mec maladroit avait pu éviter une traque internationale et dépenser 25 000 $ en 2 mois.
Le ministre de la Justice, Percy Foreman, conseille à Ray de plaider coupable, car aucun jury ne pourrait empêcher la vengeance et l'émeute nationale. Ray a pris 99 ans. Quelques mois plus tard, Ray se rétracta, disant que Percy l'avait obligé. Ray raconta une histoire curieuse sur un tueur nommé Raoul qu'il aurait contacté en lui demandant de louer une chambre dans un motel de Memphis et d'acheter un fusil Remington. Dans la reconstitution au motel, il a été démontré que viser dans la position de Ray, décrite dans le rapport de police, était non seulement inconfortable, mais pratiquement impossible. L'agent du FBI, Donald Wilson, a dit plus tard qu'il avait trouvé 2 morceaux de papier dans la Mustang de Ray avec le nom Raoul. Il y avait aussi un numéro de téléphone marqué de l'initiale J, qui joignait le patron de la boîte de striptease de Dallas, Jack Ruby, lequel était en prison pour le meurtre de Lee Oswald. Cet insaisissable Raoul a peut-être été le criminel Jules Kimball, accusé plus tard de meurtre et de vol à la solde du truand Carlos Marcello et du Ku Klux Klan. L'agent Wilson, qui n'était ni du bureau d'Atlanta ni des quartiers généraux du FBI, a voulu savoir la vérité. Ses soupçons se révélèrent exacts. À la tête de l'organisation de King se trouvait Carta Oloch, un agent du FBI qui complotait et exerçait un chantage contre Martin Luther King. En 1976, le comité sur les assassinats a conclu que le meurtre de Martin Luther King était sans doute le résultat d'un complot. Le seul conspirateur nommé fut James Earl Ray, qui mourut en prison en avril 1998. Le plus jeune fils de King, Dexter, a demandé à Ray « Avez-vous tué mon père ?» Ray a dit non. La veuve de King Coretta et son fils ont voulu rouvrir le dossier, mais le FBI ne l'a jamais accepté. En 1968, la politique et la lutte sociale ont déchiré l'Amérique. La guerre du Vietnam coûte des centaines de vies chaque semaine sans but précis. Le pauvre, le jeune, le noir et les sans droits civiques réclament le droit d'être entendus, et leur meilleur espoir semble être Robert F. Kennedy, frère du président assassiné, procureur général et maintenant nouveau sénateur de New York. RFK s'est fait beaucoup d'ennemis. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, le déteste. Quelques libéraux ont rappelé le temps de la chasse aux communistes quand Robert Kennedy a été le bras droit de l'infâme Joseph McCarthy. Quelques années plus tard, Kennedy reprend en main la recherche et la défense contre le crime à travers tout le pays, s'attaquant même à leur chef, Jimmy Hoffa, plus tard emprisonné et tué par des camionneurs. Mais pour beaucoup, il a semblé que ce deuxième président Kennedy avait mis fin à la guerre et rendu à chacun son pays. Dans la cuisine de l'hôtel Ambassadeur à Los Angeles, une rafale de 22 coups de feu frappe 6 personnes et atteint sa cible. Robert Kennedy est à terre, touché d'une balle en pleine tête. Les hommes scrutent l'obscurité, cherchant le meurtrier. La police l'a identifié comme étant Shiran Bishara Shiran, un émigré palestinien de 22 ans. La police l'a identifié comme étant Siran Bishara Siran, un émigré palestinien de 22 ans. L'inévitable théorie sur le tueur fou est encore avancée. La police a trouvé des agendas remplis de la même expression écrite à plusieurs reprises. Kennedy doit mourir, RFK doit mourir, comme s'il s'agissait d'une méthode d'hypnose. Sirhan était calme, studieux, voulant devenir jockey. Rien dans sa vie ne laissait paraître la violence, à part son agenda. Comme Oswald, il semblait trop parfait pour être coupable. Sirhan a nié avoir tiré sur Kennedy, mais il a avoué qu'il ne l'aimait pas, car c'était un pro-israélien. Il avait vu la violence faite par les soldats israéliens à ses camarades palestiniens, mais jamais personne ne l'avait entraîné vers la vengeance.
Les tests balistiques ont vite démontré que le nombre de balles tirées ne pouvait l'être d'un seul pistolet. Le médecin légiste Thomas Noguchi a prouvé que pour atteindre Kennedy derrière la tête, il fallait être derrière lui, sur sa droite. Or, Sirhan a toujours été en face de Kennedy. Le garde du corps, Thane César, debout derrière Kennedy pendant le tir, admit avoir tiré, mais son arme était un 38 et non pas un 22. Mais plus tard, il fut prouvé que son arme était bien un 22. César expliqua qu'il l'avait vendu avant le meurtre. L'avocat de Sirhan plaide non coupable, mais il est toujours considéré comme l'assassin et condamné à vie. Sirhan n'a jamais reparlé de l'assassinat de Bobby Kennedy. Mais puisque Sirhan n'a pas travaillé pour son propre compte, qui était derrière lui? Les enregistrements de la prison de Soledad montrent Sirhan se battant avec des codétenus et ayant une histoire de sexe avec une gardienne, mais rien de bien important. Mais la prison enregistre aussi tout le courrier reçu par les prisonniers. Depuis son incarcération, Sirhan Bishara Sirhan a reçu des chèques d'un montant total de plus de 100 000 $ provenant du syndicat des camionneurs. The Teamsters Union.